Le sage au sens le maître Yoda ou le bon élève? Eh ben écoute, je suis partagé. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les 2 semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interviewe David Simeoni, fondateur et CEO de la startup Elinoy. Elinoy est une plateforme RH qui connecte les meilleurs talents de la place avec les plus belles startups. Aujourd'hui, nous sortons un peu du format habituel du podcast pour un épisode spécial recrutement. En effet, qui de mieux placé pour parler de ce sujet fondamental qu'un start-upper dont le métier est d'aider les startups à recruter quand ils ne se donnent pas à fond sur ses propres recrutements. On parle de l'avant Elinoy, quand David vivait une vie de salarié rêvant de liberté, de la différence entre un profil couteau suisse et un profil Opinel, et on profite de cet épisode pour marquer d'une pierre blanche la fin de l'époque Startup Babyfoot. Je vous laisse découvrir tout cela et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour David, je suis ravi de t'inviter aujourd'hui au podcast Yaniro. Salut Alexis, merci de m'avoir invité. Et donc tu es le fondateur de Elinoy. Ce que j'essaye de faire à chaque début d'interview, c'est de décrire ce que fait la boîte, et donc tu me diras après si c'est à quel point je trahis ta pensée. Donc Elinoy, avant même de parler de ce que vous êtes, votre positionnement particulier donc, est dans le milieu du recrutement, dans le milieu startup, c'est que vous connectez des talents avec des boîtes qui cherchent des talents. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans nos échanges, c'est que quelque part, à contrario des cabinets de chasse de tête un peu classiques qui vont se centrer beaucoup sur leurs clients, vous avez presque l'audace de dire que la valeur, elle est aussi, si ce n'est d'abord, dans le pool de talents et qu'un talent, il trouvera un beau projet par la suite. Exactement. Elinoy, en fait, c'est un service de recrutement innovant. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que tu as la moitié de notre équipe qui est tech, qui travaille à un produit, une plateforme, une technologie, et l'autre moitié qui est très proche de l'humain, donc très proche des talents. Comme tu dis, Elinoy met le talent au centre de son expérience, de son métier, de son approche, contrairement à l'immense majorité des acteurs dans le recrutement qui mettent le client au cœur de l'approche. Ça ne veut pas dire du tout, évidemment, qu'on ne met pas tout en œuvre pour servir les clients au plus précis et de façon sur mesure, mais on part du principe que si nous, on ne propose pas des choses pertinentes à nos talents, du coup, on n'a plus d'actifs à proposer à nos clients et du coup, on a beaucoup moins de valeur. Donc c'est vrai que vous êtes avec le biais par le biais d'une plateforme, d'un outil qui vous permet d'animer tout ça. Vous êtes à la croisée de 2 chemins hyper importants et de 2 questions fondamentales. La question fondamentale de beaucoup de talents qui se disent « moi je cherche un super projet, mais je ne sais pas par quel bout et lequel et comment ». Et les startups qui peuvent absolument pas se permettre de rater des recrutements. Ouais. C'est exactement ça. En fait, on est parti du principe que tu avais un sujet de lame de fond en France et pas qu'en France, qui consiste à dire il faut que l'expérience de recrutement, les process soient plus en ligne avec mon époque, donc avec mes aspirations, mes choix de vie. Typiquement, je veux rejoindre un projet qui m'anime, je veux bosser avec des gens qui m'inspirent et non pas juste rentrer dans une boîte où mon évolution serait hyper linéaire, où je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En fait, ce qui rassurait avant les gens, c'était ça. Maintenant, ce qui les angoisse, c'est précisément ça aussi. En tout cas, bon, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour tous les talents Elinoy, tous les gens qui rejoignent notre communauté. Et donc là, vous avez lancé la boîte officiellement début 2017. C'est ça. Vous êtes environ 12 collaborateurs maintenant, c'est pour donner une petite idée. Ce que je te propose là pour cette interview, c'est qu'on prenne un angle qui est assez intéressant, parce que le sujet du recrutement et des talents dans l'entrepreneuriat est un sujet de fond. Et alors là, il y a un peu les fractales dans le cas d'Elinoy, parce que vous êtes une boîte dont la passion et le métier est celle-ci, d'aller trouver des talents, mais vous devez en trouver pour vous-même. Et toi-même, dans ton parcours, on peut quelque part dire que tu étais un peu un classique. Tu aurais pu avoir un futur alternatif de haut potentiel qui continue à gravir les échelons dans des cadres plus sécurisés, mais tu as fondé Elinoy. Donc il y a un peu tout ça qui va se répondre, je pense. Ouais. Non, tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. En gros, la question aurait pu se poser pour moi de m'inscrire sur ce qu'est Elinoy aujourd'hui, avant que je le fonde. C'est ça qui est rigolo, mais dans la vie, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si j'ai fondé Elinoy, c'est aussi pour ça, c'était pour proposer une solution que j'avais pas à l'époque.
Cette solution, c'est précisément de me faire accompagner, de me faire prendre par la main par un coach, donc un talent coach chez Illinois qui va t'orienter vers les meilleures opportunités. Mais en amont de ça, c'est savoir quelles sont les opportunités qui vont me convenir. Pourquoi que j'aille chercher en moi, mais au travers aussi de quelqu'un, donc le talent coach, ce qui va me convenir. Il y a souvent une asymétrie d'information, un défaut même d'information du côté des boîtes qui embauchent, mais aussi les talents parfois ne donnent pas la peine d'aller chercher l'info là où elle est, et si elle est inexistante, elle est inexistante, mais c'est un autre sujet. Nous, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages par rapport à ça et apporter de l'info, de la transparence qui n'est pas forcément disponible comme ça. Alors, si on repart un peu du tout début, avant Illinois, toi, t'es où? Tu fais quoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Avant Illinois, je travaillais en finance pendant des années. Je passe par des banques d'affaires entre Londres et Paris. Je travaille à la Banque Rothschild à Paris pendant 4 ans et demi. J'adore ce que je fais intellectuellement. J'aime moins l'environnement dans lequel je travaille. J'apprends énormément de choses. Je côtoie des personnes très brillantes. Et du coup, tout ça, je m'en sers pour monter Illinois. Je la franque après, parce que quand tu es sur le coup, tu sais pas trop. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai pas perdu du temps? Comment je vais le mettre à profit? Comment je vais mettre à profit ce que j'ai appris? Est-ce que je dois pas maintenant désapprendre pour me décentrer de tout ce que j'ai fait et ce que j'ai toujours fait? Je pense que c'est des questions que beaucoup de gens, alors entrepreneurs ou pas, se posent quand ils switchent, quand ils font un changement d'orientation, quand ils font un choix en fait, et qui se contentent pas de subir ce qu'ils ont toujours fait et continuent de faire la même chose pendant des années. Et est-ce que tu arrives à te souvenir du premier moment où l'idée ou l'envie de ce switch est venue te caresser? C'est venu d'où? Comment ça s'est manifesté? Très sincèrement, elle m'a titillé depuis le premier jour de mon premier stage. C'est-à-dire que je vais quand même pas faire ça, bordel. Ouais, j'ai été lent à la détente. Mais très sincèrement, quand je suis arrivé le premier jour de mon premier stage, je m'étais battu pour avoir ce stage-là. C'était un milieu hyper compétitif. Et je suis arrivé là, je me suis dit, oh merde. Enfin, c'est ça qu'on fait, c'est ça la vraie vie, c'est ça le truc pour lequel je me suis battu pendant un petit moment. C'est bon, là je suis arrivé. Ouais, c'est ça. En fait, non, tu sais que t'es pas arrivé, que tu commences un truc, mais tu vois les autres, tu vois tes boss de l'époque, tu vois les équipes, tu vois les gens qui ont 20 ans d'XP, et tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Alors tu te dis ça. Ça prend plus ou moins longtemps. Certains, ça leur prenne la journée et à la fin de la journée, ils arrêtent. Et ceux-là, je leur tire mon chapeau. Et t'en as d'autres pour qui c'est plus long, plus lent. Ça a été mon cas et c'est pas un problème du tout parce que, comme je te disais précédemment, j'ai vachement appris. Le but de la vie, pas que du travail, de la vie plus largement, un des buts en tout cas, c'est de prendre tout ce qu'il y a de bien, de laisser le reste. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire après avoir quitté du coup. Et comment ça s'est manifesté le début où tu fais oh ok d'accord, va peut-être falloir que je fasse autre chose, et le moment où tu dis allez c'est bon j'y vais? Ouais, c'est une très bonne question. Au début, je me dis que c'est pas vraiment fait pour moi, mais je me dis aussi donne la chance et va au bout de cette idée-là. Seulement à ce moment-là, tu sais pas vraiment quel est le bout, tu sais pas vraiment s'il y a un bout. C'est comme si tu étais dans un tunnel et que tu fais des kilomètres, mais tu sais pas quand va apparaître la lumière. Le petit problème, c'est que la lumière, elle apparaît pas comme ça. Faut aller la chercher. Et que le tunnel, si tu veux, tu peux l'emprunter toute ta vie sans t'en rendre compte. C'est un peu ce que je me suis dit moi pendant 6-7 ans. Évidemment que si j'avais pas appris, rencontré plein de gens et fait des choses super entre temps, ça aurait sans doute écourté l'expérience. Ce qui a fait que ça a duré pour moi cette expérience, c'est notamment mon ancienne boss à la Banque Rothschild, qui était hyper inspirante pour moi, très brillante, qui gère aujourd'hui des centaines de personnes dans une autre boîte, et qui m'a tiré vers le haut, mais pas du tout seulement qu'au niveau des compétences. Je dirais même bien davantage au niveau de la personnalité, au niveau des soft skills, au niveau du savoir-être, au niveau de toutes les choses que tu apprends ni à l'école et rarement au travail. Mais ça, je le déplore par contre. Et évidemment, beaucoup de nos partenaires, tu apprends ça au travail aussi. Et question peut-être un peu basique, mais qu'est-ce qui fait à ce moment-là que tu dis allez c'est parti, je vais lancer un projet qui s'avère être Illinois? C'était Illinois d'ailleurs ton premier projet? Alors en fait j'ai eu une petite transition. Ouais. J'ai conseillé pas mal de startups sur leur stratégie de recrutement à leur organisation humaine avant de fonder Illinois. En fait c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Les startups avaient effectivement du mal à définir de qui elles avaient besoin, et 2, aller chercher ces personnes. C'est de là qu'est né Illinois. En fait, je faisais du Illinois sans savoir. C'est parfait. Là, t'es dans les carcans du try many, fail fast, et puis faire lean au possible au démarrage.
Sans m'en rendre compte, parce que tous ces termes-là, déjà à l'époque, ils étaient pas très marketés. Et oui, c'est un peu ça. C'était, en fait, a posteriori, tu te retournes et tu te dis, tous mes choix sont cohérents, sauf qu'à l'époque, je le sais pas. Tous mes choix sont cohérents parce que si je me suis tourné vers ça après la finance, c'est pour une raison. C'est parce que j'adore même accompagner les gens, le côté psychologie, le côté créer des liens entre des personnes, organiser des rencontres entre les personnes pertinentes sur le plan et des compétences et de la perso. C'est quelque chose qui à la base m'amuse vachement et duquel j'ai fait mon travail. Donc tu as fait cet accompagnement un peu en solo d'entrepreneur pendant un moment, puis comment ça se passe? Tu vois que ça marche et tu dis tiens, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose d'un peu plus grand? C'est exactement ça. En fait, c'est au fur et à mesure de rencontrer des entrepreneurs, de les aider à trouver les bonnes personnes, à évoluer. En fait, je suis parti du principe que la valeur d'une boîte, initialement, c'est la valeur de son équipe, des gens qui la composent. Si tu te trompes là-dessus, ça peut être fatal à ton projet. Donc c'est quand même un sujet très important. Et du coup, la question suivante, c'était comment tu fais en sorte de servir le plus de gens possible. Ça, tu ne veux pas le faire seul tu vas vite, mais tu vas pas très loin. Et du coup, il fallait étoffer l'équipe. Il fallait construire un produit, une techno qui permette, de servir beaucoup plus de talents, et de servir beaucoup plus de clients. Et là, on arrive à un moment qui est particulièrement intéressant parce que tu as fait quelques mois d'accompagnement d'entrepreneurs sur leur stratégie de recrutement. Très bien, tu te rends compte qu'il y a un besoin, qu'il y a une valeur et que tu sauras faire. Et tôt ou tard, tu arrives au moment où toi, tu te dis faut que je recrute mon ou ma première employée. Alors là, comment ça se passe ? Là c'est un peu la panique parce que tu te dis ah mince, ah oui, c'est ça qui se passe dans leur tête. Toi tu l'as jamais vécu vraiment pour toi et l'enjeu c'est pas le même. Là tu te rends compte, pour les autres c'est facile, c'est les autres, là c'est toi. Et les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc t'as la déformation pro qui consiste à dire, quand tu rencontres des gens qui sont top, t'as tout de suite envie de les proposer aux entrepreneurs avec lesquels tu bosses, avec les gens que tu côtoies, t'as des idées dans tous les sens et tu dis en fait c'est très compliqué aussi de choisir les gens au début. Parce qu'au début, tu veux des gens qui soient très généralistes, tu veux des gens qui soient entreprenants ou entrepreneurs, tu veux non pas le mouton à 5 pattes, mais tu veux le mouton à 1000 pattes, et surtout, tu sais pas très bien ce que tu veux. Ouais, et puis toi-même, bonjour, je suis Illinois. Je suis dans une boîte de 1 pour l'instant, et j'aimerais bien que tu sois le numéro 2. C'est exactement ça. Coucou, on est 1 aujourd'hui, mais t'inquiète, demain on sera beaucoup. Beaucoup, en fait, c'était même pas le langage que j'ai tenu parce que je savais pas combien on allait être et la cadence non plus, donc je voulais pas non plus du tout vendre du rêve. C'était très important pour moi d'y aller step by step, c'est ce qu'on a fait depuis le début, d'y aller tranquillement et de recruter les bonnes personnes là-dessus. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent rejoindre des startups où tout va très vite, où c'est le prochain Google. Tout le monde n'est pas le prochain Google. Et 2, tu as des gens qui sont très à l'aise aussi sur des aventures qui sont plus mesurées, mais pas moins ambitieuses. Et alors du coup, très concrètement, comment ça s'est passé ? Comment tu t'y es pris pour partir à la quête du mouton à 1000 pattes ? Écoute, c'était en fait, ça s'est produit sur un malentendu. C'est une rencontre inopinée que j'ai faite. Quelqu'un avec qui le feeling s'est très bien passé. On s'est dit pourquoi pas. Le produit et la démarche l'intéressaient vachement. Lui sortait d'une expérience qui lui plaisait moins et voulait découvrir l'écosystème startup, innovation, entrepreneuriale. Je m'étais mis initialement en tête, comme je te disais précédemment, de le présenter à des boîtes avec lesquelles je travaillais. Et puis, en discutant des boîtes en question, des opportunités, de ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal qu'on discute de mon projet. Et d'ailleurs, comment vous gérez ça maintenant dans votre pool de talent quand vous voyez quelqu'un qui brille particulièrement? Vous avez plutôt envie de vous dire, bon, ok, la super part de tarte, je la donne au client, ou bien tu dis, je vais peut-être la manger ce soir? Difficile comme question. Mais j'imagine qu'il n'y a pas une réponse unique en plus. Non, pas du tout. On s'est posé la question, mais comme je te disais, on met le talent au cœur en fait. Donc nous, ce qui nous importe, c'est de trouver le meilleur match pour le talent. Ouais, bien sûr. Et ça porte toujours ses fruits à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, tu peux très bien te dire je vais m'accaparer le talent et puis il va être content, je vais être content, tout le monde va être content. En fait, dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe parce que chaque job est tellement subtil, chaque opportunité est tellement subtile, chaque timing est tellement subtil que c'est pas évident du tout d'aligner tous les astres. Alors évidemment, il n'y a pas qu'une seule opportunité qui te convient dans la vie, mais quand on rencontre des top talents qui pourraient convenir pour nous,
évidemment, qu'on leur pitch Illinois, mais à côté de ça, on leur pitch aussi plein de boîtes et on leur laisse justement le loisir de faire leur choix. Dans tous les cas, dans la vraie vie, très rare qu'une personne ne parle qu'à une seule boîte. Donc si dans tous les cas c'est pas par nous, ce sera via d'autres canaux que la personne parlera d'autres boîtes, et c'est très sain. Et donc là, c'était le début, les phases de recrutement d'Illinois. Est-ce que tu as le sentiment, donc, parce que là maintenant vous êtes 12, qu'il y a eu des chapitres de l'histoire d'un point de vue équipe? Alors, on n'a pas un recul extraordinaire, ça fait un peu moins de 2 ans maintenant, mais très clairement, et c'est pas que notre cas, je pense que c'est la vie naturelle de toutes les boîtes. Au début, tu cherches à recruter des gens qui sont vraiment entrepreneuriaux. À qui ça fait pas peur de mettre les mains dans le cambouis, de construire, à qui ça fait pas peur de l'incertitude. Bien au contraire. En fait, c'est des gens qui vont la rechercher, cette incertitude, qui vont avoir beaucoup plus de plaisir que la moyenne à construire sur rien. Et ça, évidemment, c'était un critère de recrutement pour moi initialement. Et on encourage, nous, toutes les boîtes avec lesquelles on bosse, qui sont à un stade de maturité assez early, de le faire aussi, de se poser ces questions-là. Est-ce que la personne, au-delà de ses skills, au-delà de sa personnalité, va être à même de prendre les risques qu'il faut pour construire avec moi? Et pour vous, vous avez dépassé, c'est pas le terme, mais est-ce que cette étape s'est vue remplacée par une autre dans la vie d'Illinois maintenant où vous en êtes? Alors ça commence un petit peu, c'est-à-dire que maintenant il est évident que les gens qui veulent créer from scratch à partir de rien vont peut-être pas rejoindre Illinois parce qu'il y a déjà l'existant. Alors on n'est toujours qu'au début du prochain chapitre, mais on en a clôturé un ou deux avant. Donc les gens qui veulent vraiment entreprendre à partir de zéro savent que c'est pas le bon endroit. En revanche, les gens qui cherchent de l'intrapreneuriat, qui veulent, y a tout un tas de choses à faire, heureusement, tout un tas de nouveaux projets à lancer, il y a plein de choses nouvelles. Donc bien sûr que les gens qui sont quelque part, qui recherchent quelque chose à bâtir, mais pas de zéro, vont largement y trouver leur compte. Après, plus tu avances dans le stade de maturité d'une boîte, moins c'est le cas le côté entrepreneurial. On le voit auprès de certains de nos clients qui, quand ils dépassent le seuil de 50, 100, 200 personnes, évidemment que nous, à la limite, on challenge les talents les plus entrepreneuriaux qui veulent rejoindre ces boîtes. Parce qu'on pense que ça peut ne pas le faire. Après 6 mois, 12 mois, ils vont se sentir frustrés d'avoir de la lourdeur niveau process, de la lourdeur niveau humain aussi, des orgas qui sont plus grosses et donc plus lourdes. Et est-ce que ça vous est arrivé en tant qu'équipe de ressentir un petit peu ce moment, le crise, le terme est un peu fort, mais de changement de moment où vous avez dit ok, attends, là, la manière dont on fait les prochains recrutements, la manière dont peut-être on réorganise les jobs quotidiens de chacun, il faut qu'on fasse quelque chose parce que si on continue à faire comme on a toujours fait, ça répond plus à la question qu'on a maintenant. Bah heureusement que c'est le cas. Si c'était pas le cas, en fait pour moi le fait que ce soit le cas, c'est un signe de vie interne. C'est quelque chose qui circule, c'est pas quelque chose qui est statique. Et je pense que ce qui est intéressant, y compris dans l'idée d'entreprendre au sens plus large, c'est cette idée justement de vie par opposition à quelque chose qui soit plus statique. Donc bien sûr qu'on recherche ça, qu'on est content quand ça se passe. Après, c'est des situations qu'on résout en bonne intelligence et ça a été aussi un des critères de recrutement pour chez nous initialement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'envie d'entreprendre, au-delà des skills de chacun et de l'intelligence de chacun, c'était aller chercher une intelligence émotionnelle qui consistait à justement savoir résoudre ce genre de situation. Et est-ce que tu te souviens du premier moment où il y a eu cette transition qui est apparue? Parce qu'en général, alors je suis sûr que tu pourrais me dire que vous l'aviez anticipé et tout, mais j'y crois pas du tout parce que quand on court, c'est un peu difficile de tout voir. Le premier moment où justement où tu te dis ah ouais ok d'accord, va falloir que les gars, les filles, va falloir qu'on fasse un peu différemment. Déjà, quand on a mis un coup d'accélérateur sur le produit, donc sur la tech, la façon dont tu travailles sur la tech est très différente de la façon dont tu travailles sur le business. Donc ça, il faut s'y adapter et c'est pas évident. En termes de personnalité, tu as des gens très différents de part et d'autre. En termes de skills, en termes d'appréhension d'une même chose. C'est-à-dire qu'un même objet, les deux vont le voir de façon différente, voire très différente. Quand je te dis les deux, c'est les deux pôles. C'est pas forcément deux personnes, tu as plusieurs personnes dans chaque pôle, mais ça, fallait s'y adapter. Et rendre tout le monde heureux, surtout faire en sorte que les gens communiquent avec plaisir, sachant leurs ressemblances et leurs différences. Donc ça a été un premier challenge.
Je te pose la question parce qu'en fait, c'est toujours intéressant ce côté où vous êtes à la fois dedans et dehors parce que c'est votre métier, c'est votre expertise d'accompagner des jeunes entreprises sur ces sujets et puis vous le vivez à l'intérieur. Parce que ce dont on se rend compte qui est assez compliqué, alors moi je le vois dans l'accompagnement d'entreprises aussi, il y a un moment un peu charnière où, il y en a plusieurs, hein, mais où l'entreprise passe d'une équipe, quand tu es à peu près 10, 12, peut-être 15 max, à une organisation. Parce que c'est plus gros et ça crée beaucoup de choses. Et ce que ça crée notamment, et tu l'as très bien dit, c'est que des profils très entrepreneuriaux qui font tout vont devoir se réadapter dans une entreprise qui se processise, où en fait on verticalise, on comprend un peu mieux. Alors là, je fais exprès de faire le versus entre une boîte de 10 et une boîte de 200. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent et que par le fait de le voir souvent, tu arrives à y être attentif pour Illinois? Alors, c'est aussi une excellente question. En fait, on le voit souvent, oui, bien sûr, parce qu'on a la chance de travailler avec des partenaires qui grandissent très vite, donc qui changent de visage très vite. On les encourage, ces gens, à avoir un pitch très différent au gré de leur évolution. C'est-à-dire qu'il faut être, et c'est très complexe dans la vraie vie, conscient de son stade de maturité. Le stade de 10, 15, 20 personnes n'est pas du tout le même stade que 50, n'est pas du tout le même stade que 100, 200. Et si tu n'adaptes pas ton discours, si tu n'adaptes pas ton pitch talent, quel talent tu veux attirer et sur quelles raisons, il faut que ce soit les bonnes de raisons, tu prends un grand risque. En réalité, tu as beaucoup de boîtes qui en sont relativement peu conscientes, qui veulent toujours attirer, alors ils appellent ça les meilleurs. Les meilleurs, c'est des gens entrepreneuriaux, couteaux suisses, mais à la fois très spécialisés, qui ont une tête bien faite, mais qui ont des grosses compétences. Enfin, en gros, ce qui n'existe pas dans la vraie vie. Et qui veulent bien être payés 50% moins que ce qu'ils pourraient faire à part à côté. C'est exactement ça. Et ça, en fait, nous, on essaye. Pour nous, pour beaucoup de gens, c'est juste du bon sens en fait, de prendre non pas le meilleur dans l'absolu, mais le meilleur pour toi à l'instant T, ce qui va bien convenir à ce que tu veux réaliser en fait. Beaucoup partent du principe que qui peut le plus peut le moins. Donc on va recruter quelqu'un qui est max pour lui faire accomplir une tâche qui va réaliser haut la main. En fait, ça, pour moi, c'est gâcher du potentiel. Et quand on gâche du potentiel, il y a toujours une frustration à un moment donné, souvent du talent qui, après 6 mois, 12 mois, se rend compte qu'il tourne en rond et fait les choses qu'on lui a confiées beaucoup trop haut la main et manque de matière, justement. Ça peut être intellectuel, ça peut être... Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font qu'il va quitter la boîte. Nous, c'est certainement pas ce vers quoi on veut tendre. Tu parlais d'équipe. Quand tu es 5, 10, 15, je me risquerais même à parler de famille. En fait, tu as beaucoup d'intuitions personnelles, tu as beaucoup d'affect au projet entre les gens. Et bien sûr que quand tu passes du stade de famille ou d'équipe au stade d'organisation, tu as tout un tas de paramètres à prendre en compte qui, si tu les prends pas en compte, te font aller droit dans le mur, à mon sens. C'est hyper important de l'avoir à l'esprit. Dans ce que tu vois de tes relations avec les startups, c'est quelque chose qu'elles ont dans un coin de leur tête ou pas du tout? Ça leur arrive, heureusement que tu es là quelque part. Alors ouais, l'immense majorité pas du tout et heureusement qu'on est là. Nous ou d'autres d'ailleurs, il n'y a pas du tout d'exclusivité là-dessus. Mais parce que pour certaines raisons qui sont hyper légitimes, à savoir qu'ils ont dans la tête dans le guidon, qui projettent sur les gens qui étaient là au début notamment des choses qui se réaliseront pas forcément. Typiquement, une erreur classique, c'est de faire passer dans l'équipe commerciale le meilleur des sales qui était là depuis le début, boss de l'équipe à venir. Ouais, un classique celui-là. Un grand classique. C'est pas du tout le même job, c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas du tout les mêmes qualités, y compris humaines, que tu vas attendre dans l'un ou l'autre des rôles. On a une boîte. J'ai discuté avec le fondateur récemment qui est maintenant, ils sont maintenant 200, ils ont levé plusieurs dizaines de millions. Et en gros, initialement, sa stratégie, c'était de recruter des couteaux suisses. Maintenant, il a compris qu'il devait recruter des Opinel+, des gens hyper spécialistes, dont l'état d'esprit aussi était différent, qui étaient très contents d'exceller dans leur domaine, sur leur domaine de compétences, mais qui n'allaient pas créer une boîte demain, quoi, pour la faire courte. Maintenant, c'est vraiment pour la faire courte parce qu'il y a plein de nuances autour de ça. Et on parle un petit peu du côté des employeurs, en tout cas de ceux qui recherchent des talents. Je serais assez intéressé de prendre cet épisode qui est un petit peu particulier parce qu'on peut avoir un vrai fond de l'état d'esprit général à la fois des talents et de ceux qui embauchent sur ce sujet-là parce que vous êtes sur le terrain toute la journée. C'est quoi pour toi le sentiment, l'âme de fond, en tout cas ou la manière dont il évolue du côté des talents, tes différents profils types qui sont un peu les toits du passé qui se disent j'aspire à autre chose.
Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que ça a évolué? Je te pose la question, hein, j'ai des choses en tête parce que moi, je rencontre aussi, mais vous envoyez 100 fois plus. Ouais. Alors déjà, une chose très importante, c'est que on n'a pas de profil type chez Illinois, justement. C'est ce qui fait la richesse de cette communauté-là. C'est que tu as des choses qui rattachent tous les talents Illinois, mais ils sont tous très très différents. Ils viennent d'horizons différents, de backgrounds, y compris académiques différents. Ils ont des compétences différentes et du coup aspirent à des types de rôles différents. Maintenant, ce qui les rattache tous les uns aux autres, c'est justement cette envie de se dépasser, cette envie de construire avec d'autres sur un projet qui les anime et des gens qui les inspirent. Et ça, c'est pas présent chez tout le monde, c'est un prérequis chez Illinois. Et comment ça a évolué peut-être? Est-ce que tu sens une évolution des... Alors, clairement, il y a une évolution dans l'idéal, dans la conception du travail. C'est un peu ce qu'on disait initialement, en gros, avant. Ton idéal, c'était de rejoindre une boîte dans laquelle tu allais connaître une évolution linéaire, tu allais pouvoir matériellement être épanoui à 30 ans, à 40 encore plus. Mais aujourd'hui, c'est plus angoissant que rassurant pour beaucoup. Pas pour tous, évidemment, et c'est très bien. Tu as des gens qui sont encore, et c'est génial, hyper épanouis dans des structures plus processées, plus hiérarchisées, où tu connais encore une évolution linéaire, et tu en as d'autres pour qui rester dans ces organisations, c'est un plus gros risque. Tu parlais du mois d'avant. Le mois d'avant avait peur, en fait, de rater le coche. Je pense que c'est le cas de plus en plus de talents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à se distancier de ce que une école ou une fac leur avait enseigné, de ce qu'un proche leur avait recommandé de faire. Après, ils sont prêts à prendre plus de risques et à tester, à se tromper potentiellement, à refaire, quitte à reprendre un job plus conventionnel après, une fois qu'ils ont goûté un job moins conventionnel. C'est l'idée de se faire une idée très concrètement. Alors qu'avant, on avait peut-être plus ce sentiment que si on s'écartait du troupeau, on ne pouvait plus revenir, on ne pouvait plus faire marche arrière. Il y a tout un tas de faits qui peuvent justifier ça. Le fait qu'en France, tu sois hyper catégorisé, on essaye beaucoup, en tout cas dans le recrutement, ce qui est hyper paradoxal à nos sens, de te mettre dans des cases desquelles tu sors rarement. C'est une conception des choses qui est de plus en plus datée, et heureusement. Et ça, cette notion du risque qui est de toute façon inhérente au métier de start-up, qu'on soit dedans ou qu'on la fonde. Donc tu dis que selon toi, ça évolue un peu. Tu sens que tes talents, ils ont un rapport au risque qui évolue. Complètement. Et en fait, ça me fait rire la notion de risque. À chaque fois, on dit les gens sont fous d'entreprendre. Pour entreprendre, faut être fou. Pour tenter des choses, faut être fou. Faut avoir une culture du risque assez importante. Pour moi, le plus grand risque, c'est de pas en prendre, clairement. Pour moi, le plus grand risque, c'est de voir les trains passer et de se dire à 40, à 50 ans, ou même plus tôt dans la vie, ça dépend de chacun, je suis pas en train de réaliser mon plein potentiel. Ça, c'est quelque chose que je trouve très angoissant personnellement. C'est quelque chose que la majorité des talents Illinois trouvent très angoissante aussi. Donc le plus grand risque, en fait, c'est de ne rien faire de tout ça. Est-ce que cette angoisse de ne pas réaliser ton plein potentiel ou de ne pas réaliser le plein potentiel d'Illinois, c'est quelque chose que tu continues à avoir même en entreprenant et en ayant fondé Illinois? Bien sûr, tous les jours, mais c'est un moteur extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, clairement. Ça t'évite d'être statique. Chaque jour, pour moi, c'est le début d'un truc. Alors évidemment qu'il faut se réjouir des réalisations du passé, du présent, mais penser aussi à comment tu vas continuer de réaliser ton potentiel, comment tu vas continuer de réaliser ton potentiel individuel, collectif, avec ton équipe, t'inscrire dans un projet qui te dépasse. Ça, c'est hyper stimulant. Et ne pas l'avoir, alors je parle pour moi, mais je parle aussi au nom de plein d'autres à qui on parle nous tous les jours, ça peut être, alors non pas angoissant, mais c'est se priver d'une source extraordinaire de motivation et d'un moteur pour avancer. Et du coup, toi, au quotidien, ça se manifeste comment, cette angoisse ou pas? Parce que tu as dit que c'est un angoisse moteur, donc les deux marchent, mais c'est deux faces de la même pièce. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu te lèves le matin en te disant « Putain, faut pas que je laisse le train passer, faut pas que j'ai envie d'y aller encore plus loin ». Ouais, moi ça se matérialise sous forme d'excitation permanente. En gros, je me dis au niveau du produit, au niveau de la techno, au niveau de l'équipe, au niveau des process, au niveau de ce qu'on fait commercialement parlant, comment on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, avec qui, pourquoi,
Du coup, ça me fait me poser plein de questions. En fait, la résultante de cette volonté d'avancer, c'est le fait de se poser des questions en permanence. Et je ne vais pas nécessairement y chercher des réponses. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de me poser des questions derrière les questions, mais des questions de plus en plus intéressantes. Individuellement et collectivement, bien sûr qu'on essaie d'y répondre, mais comme précisément c'est sans fin et qu'on commence à le comprendre, on ne se pose plus vraiment la question d'avoir les réponses. Sur ce terrain, j'ai envie de te poser une question, la vraie question poil à gratter, mais je pense qu'elle va te plaire. On a un format quand on travaille avec des entrepreneurs de différentes manières, plus workshop que coaching, où on parle d'un sujet que je trouve assez intéressant. C'est en règle générale, les névroses d'un fondateur, ça devient les névroses de la boîte. C'est comme ça. Il n'y a pas assez de. C'est déjà le cas dans une boîte énorme. Alors dans une boîte toute petite, on est en accès direct. Tu vois, un dirigeant paranoïaque, ça fait une boîte paranoïaque, pour faire simple. Qu'est-ce que tu penses que c'est, sachant que névrose, c'est un terme que j'emploie avec beaucoup d'affection, parce que moi, je suis psychologue de formation, donc je pars du principe que du façon, on a tous nos petites cabossures. Qu'est-ce que ça peut être à ton avis, tes névroses, ou en tout cas tes fonctionnements un peu intenses qui transpirent à fond dans Illinois de toute façon? C'est une très bonne question. Je te rejoins tout à fait sur le fait qu'une névrose individuelle puisse devenir collective. Tu construis. Alors, c'est paradoxal parce que à la fois tu te dis j'ai pas envie de construire une organisation qui nécessairement soit à mon image, ou alors sans parler d'organisation, même parler d'équipe ou de famille, mais alors là on rentre et que t'en aies envie ou pas, ça va se faire de toute façon. Ouais, en fait c'est ça la question subsidiaire, c'est celle-là. C'est que t'en aies envie ou pas, potentiellement ça va se faire. Ou pas, moi j'ai pas encore la réponse à cette question-là parce que je suis pas au bout du truc et que surtout j'ai la tête dans le guidon, donc tu serais mieux inspiré de demander aux gens de l'équipe plutôt qu'à moi. Là t'as du mal à même à voir des trucs où tu te dis attends mais ça me ressemble ce qui est en train de se passer. Non, évidemment que tu vois par petites touches impressionnistes, tu te dis quand les gens se défoncent pas, ils se sentent pas très bien, ils culpabilisent un petit peu, quand les gens arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés, ils se sentent pas bien, ils sont nerveux, ils commencent à se poser des questions qui sont pas les bonnes. Après, c'est quand même commun à pas mal de personnes, mais là où c'est vicieux, c'est que peut-être que je me dis c'est commun à pas mal de personnes parce qu'on a sélectionné les personnes aussi avec lesquelles on bosse sur ces critères-là. Ouais, il y a un petit effet la poule et l'œuf là-dedans. Mais ça, t'es mieux passé que moi, t'en as vu plusieurs passer. Donc, À ce sujet, un truc que je te partage parce que ça m'a vraiment fait sourire. Je sais pas si t'as dû le voir, et tous ceux qui nous écoutent, ceux qui prennent le métro à cette époque-là, il y a des affiches de Uber en ce moment qui défendent Uberpool. Et ce qui est hallucinant, c'est que la manière dont ils font de leur publicité, Uberpool, c'est hyper agressif. Je sais pas si tu as fait attention, c'est tout à l'impératif, c'est sois malin, paye moins, marche. Et je me suis dit, c'est quand même vachement drôle que Uber est connu quand même pour être une marque qui a très bien réussi, mais qui est très très agressive dans son positionnement. Ça se ressent jusque dans la com en fait. Ouais, je suis complètement d'accord, je vois tout à fait ton point. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. On met pas encore d'affiche dans le métro, donc je pourrais pas te dire qu'est-ce qu'elle serait, on n'y a même pas pensé. Mais oui, non, c'est complètement dingue. Et en plus, ça se ressent, alors peut-être pas chez chaque employé, mais chez beaucoup de tas comme ça, des typologies de boîtes. Alors, c'est aussi la question des valeurs d'une boîte. Et chez Illinois, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on est en train de beaucoup aussi communiquer avec nos partenaires, avec nos clients qui sont eux demandeurs, nous ont demandé de les aider là-dessus. Donc là, on est en train de travailler avec eux sur leur première plateforme de marque. Plateforme de marque, c'est quelle est ta mission, quelle est ta vision, quelles sont tes valeurs. Si tu étais un personnage, si ta boîte était un personnage, quel serait-il, son caractère, sa voix, sa tonalité. C'est des sujets passionnants, hyper intéressants et qui sont clés pour les boîtes quand elles veulent attirer des talents. C'est-à-dire que si elles ne sont pas au clair là-dessus, qu'est-ce que tu vends au talent, pourquoi il va venir chez toi plutôt que chez un autre, tu dois être très très honnête et très très clair avec toi, avec eux. On l'a fait pour chez nous. Alors ça donne quoi? Écoute, on te pardonnera si tu oublies un ou deux adjectifs en cours de route, c'est pas, tu t'es pas préparé, il a pas de notes, t'es bien. Ce qui est ressorti, c'est que nous, Illinois, on a une personnalité plutôt sage,
ce qui nous a peiné un petit peu parce qu'on aurait aimé être les rebelles de service, ceux qui innovent sans prendre en compte tout ce qui se passe dans le reste du monde. En réalité, on a une personnalité plutôt sage, une position, alors non pas de mentor, mais d'écoute, de partage, d'orientation, de conseils, dans la bienveillance. C'est en fait ce qu'on fait tous les jours, quoi. On a essayé de le verbaliser sur un plan assez macro. Mais en réalité, la vérité de notre terrain au niveau micro, chaque jour, c'est ça. Et vous êtes quel personnage ? Il ressemble à quoi votre personnage ? On est le sage, justement. Tu avais plusieurs typologies de personnages, tu en avais 12, des archétypes, et nous, on est le sage. Le sage au sens le maître Yoda ou le bon élève ? Eh ben, écoute, je suis partagé. Ça m'embête de dire le deuxième, mais je pense qu'on est un mix des deux. Mais encore une fois, ça, c'est peut-être pas à moi d'y répondre. Oui, c'est toi comme les autres, en fait. Ouais, bien sûr. Et dans ces exercices de valeur, de positionner un peu qu'est-ce que c'est que la boîte, ou la famille, avant que ce soit une boîte, la question de la vision est hyper importante, de là où on va, quel est le cap. C'est quelque chose que vous avez fait, vous avez réussi à vous mettre au clair ensemble sur la vision ? Tout à fait. En fait, il en est sorti que... alors déjà, on a sorti une tagline, tu sais, notre Just Do It à nous. Ouais. C'est The Right Time, The Right Fit. On l'a faite en anglais, volontairement, parce que ça crée un trait d'union avec ce qui nous semblait au cœur de ce qu'on faisait et ce en quoi on croyait. C'est une notion anglaise qui n'a pas d'équivalent en français. On a beaucoup cherché, on n'a pas trouvé. Fit notamment. Et comment ? Fit notamment, il est dur à traduire. Non, ça c'est la tagline, mais la notion au cœur de ça, c'est pas le fit, c'est l'empowerment. Ouais, insupportable à traduire ce mot. Empowerment, insupportable et juste impossible à traduire. Et on a bossé dessus avec quelqu'un qui est américain. Donc pour lui, c'était tout naturel. Et il s'est dit Illinois, empowerment. Nous, on s'est dit quoi ? C'est quoi l'équivalent ? On a essayé de chercher, on lui a demandé, on a beaucoup bossé autour de ça et en fait il n'y en a juste pas du tout. Il y a l'empouvoirment canadien peut-être. Ah oui, ça on n'avait pas pensé. On va creuser là-dessus, mais en gros voilà, c'est cette idée de donner de la force aux autres à travers nous, mais tout en laissant l'autre être lui-même. C'est pas une notion de mentoring, je vais te coacher, tu vas devenir une machine de guerre, pas du tout. C'est plus cette idée de révéler à la propre personne, ses forces, ses faiblesses, de lui révéler qui elle est, de lui révéler comment elle peut défendre qui elle est, d'assumer certaines choses et de se présenter aux autres et à elle-même quelque part, comme elle est vraiment, avec ses plus, ses moins, comme on est dans la vraie vie. On a souvent tendance, nous, à encourager autant le talent que le partenaire client à être lui-même à fond et à considérer un entretien comme une rencontre authentique. Comme si tu étais dans un café avec quelqu'un que tu discutes, les choses se font naturellement ou pas. Si elles se font pas, c'est naturel qu'elles se fassent pas et c'est sain et c'est bien. Quand bien même tu es le meilleur CV du monde face à la meilleure job desk du monde, en tout cas les deux se correspondent parfaitement, mais t'as pas le fit, donc t'as pas de right fit. Après, the right time, c'est une autre histoire, c'est j'aurais pu, si j'étais à un autre stade de ma vie, venir travailler avec toi sur ce sur quoi tu recrutes, mais c'est pas le moment pour moi. En tout cas, maintenant. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose qui soit plus risqué, moins risqué. J'ai besoin de faire ci, faire ça, je sais pas. Donc, il y a des notions de séquence dans la vie, il y a des notions de right time, justement. Et tout ce macro-sujet du recrutement dans le milieu startup et donc la question des people, des personnes clés, des talents, vous qui êtes au cœur du sujet, est-ce que tu prévois une évolution un peu forte dans la manière dont tout ça va changer, évoluer, ou est-ce que de toute façon on est tellement en phase d'apprentissage que déjà faire les choses bien pendant un moment, ça sera pas mal ? C'est une question fondamentale. Notre croyance à nous, alors elle est en partie basée sur des faits, mais sur un échantillon qui pour l'instant est non statistiquement significatif. Je m'explique. On travaille, 80% de nos partenaires sont des startups. Donc, ils ont une conception qui est bien différente, pour beaucoup en tout cas, des grands groupes ou des boîtes plus matures. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les boîtes plus matures et les grands groupes sont pas hyper avancés sur la question, essayent de l'être, mais c'est la raison précise, à notre sens en tout cas, pour laquelle ils peinent à attirer les talents qu'ils souhaitent attirer. Il y a une remise en cause, à mon sens, fondamentale. On discutait la semaine dernière encore avec un grand groupe sur ce sujet, qui était très, très, très demandeur de notre retour d'expérience, comment ça se passe, comment vous arrivez à attirer Illinois, les talents que vous attirez, et les connecter à vos boîtes qui les recrutent derrière.
est-ce qu'on pourrait bosser ensemble sur la question ? La réponse, c'est est-ce que vous avez fait le travail d'introspection justement de ce qu'on vient de dire précédemment, la plateforme de marque, quelle est-elle vraiment au-delà des valeurs que tu peux retrouver sur un site internet et qui ne sont pas vraiment incarnées par les gens qui travaillent dans ces organisations. Est-ce que tu sais ce sur quoi tu vas attirer les gens aujourd'hui ? Quel est le challenge que tu leur proposes ? C'est quoi le projet en fait pour eux ? C'est quoi le projet à l'instant T ? C'est quoi le projet dans 12 mois ? C'est quoi le projet dans 24 mois ? Qui ne soit pas quelque chose de standardisé, qui parle à personne et qui est bon à mettre juste sur une plaquette. Ça, c'est le premier point. Si tu n'as pas fait ça, mais ça présuppose qu'en amont, tu te dises, on parle beaucoup de transformation digitale, par exemple, dans tous les sens. Tout le monde veut se transformer digitalement. Bon, c'est très bien. Nous, notre sujet, c'est, une fois que tu as ton plan, tu as ton PowerPoint de présentation, comment concrètement ça va se moduler cette histoire ? Comment tu vas le mettre en pratique ? Si tu n'as pas les gens pour le mettre en musique, ton plan, il vaut rien. Ça peut être le meilleur plan du monde, il vaut rien. Ce n'est que du papier, c'est du blabla. Si tu n'arrives pas à attirer les bonnes personnes, t'as beau travailler pendant 1 an sur ton plan, tout le monde s'en fichera et tu te remets à stade dans 1 an. Notre propos, c'est de leur dire, peut-être qu'il y a un intérêt à réfléchir d'abord en termes d'attractivité de talent, qui eux-mêmes d'ailleurs pourront te proposer le plan que toi t'as échafaudé avec les anciennes personnes. Mais ça réclame un cheminement, ça réclame aussi un lâcher-prise. C'est faire confiance à des gens qui parlent pas forcément mon langage, qui apprennent pas forcément les choses comme moi, mais c'est précisément là la richesse. De cette différence va naître la richesse individuelle et collective de ces boîtes-là. Et les startups, pour beaucoup en tout cas, l'ont très bien compris. Donc quelque part, ce que tu es en train de me dire là, c'est que dans un exercice qui est toujours très sain de dézoomer à mort sur ce qu'on est en train de faire pour bien comprendre dans quoi ça s'inscrit, en partant du tout début de l'histoire qui était toi aider des startups à travailler leur partie recrutement, les talents, ce qui s'est transformé là maintenant en une partie de l'activité concrète d'Illinois qui est de faire se rencontrer, faire fitter les bons talents avec les bons projets, les bonnes places. Dans le milieu startup plutôt, 80%, là vous dézoomez en disant est-ce que votre métier c'est pas finalement d'arriver à connecter des gens qui ont des envies de vrais défis, ou en tout cas qui ont des envies à la hauteur de leur statut de talent, c'est le terme qu'on emploie mais il est bien, avec des personnes qui les cherchent mais qui savent peut-être pas forcément les... Merci Alexis d'avoir pitché Illinois sur les 12-24 prochains mois. En fait, c'est exactement ça l'idée. C'est qu'on se rend compte, évidemment, nous, on apprend en marchant. Donc, on redécouvre notre vision, on redécouvre l'univers des possibles et c'est ça qui est très excitant au travers de tout ce qu'on vient de se dire et de toute notre expérience avec les talents, avec les partenaires, avec des boîtes plus évoluées avec lesquelles on discute aussi, bien évidemment. Donc, bien sûr que c'est vraiment un mouvement de lame de fond, que la mission, elle est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, ça va arriver, c'est en train de se produire. On a bien sûr une incertitude sur le timing, c'est ce que tu disais précédemment. Ça va se produire quand, c'est quoi les étapes, est-ce que c'est trop jeune aujourd'hui ? En tout cas, c'est pas trop jeune pour beaucoup, mais c'est trop jeune pour certains, ça c'est sûr. Alors ça m'évoque une question. Alors j'ai eu l'occasion à différents moments de ma vie de travailler pas mal avec des grands groupes sur des questions d'innovation au sens très large, donc transformation, etc. Et c'est une évidence que pour beaucoup de grosses entreprises, et si ce n'est toutes, le sujet de l'attractivité de talent les met en PLS complet, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, parce que ce qui était naturel il y a un petit moment en France l'est moins, et quelque part que, assez ironiquement, dans un milieu où le chômage est assez élevé, où il y a un peu d'anxiété générale, le jeu de pouvoir peut avoir tendance à se renverser. Où en fait, alors moi je fais des verbatims de grands groupes qui parlaient, ils me disent, mais de toute façon, ils arrivent, et à la fin de la période d'essai, ils me disent non merci, je ne souhaite pas renouveler la période d'essai, ce qui est assez inédit. La question que j'aurais à te poser, c'est cette espèce de réalisation effrayante que sont en train d'avoir les grands groupes qui sont vraiment en train de se dire ah oui d'accord, mais en fait ce qui faisait la base de ce qu'on est, à savoir les collaborateurs, collaboratrices, va peut-être être quelque chose qui va se tarir, ou en tout cas ça va y avoir un peu la guerre des talents bientôt, et c'est déjà le cas en fait. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui arrive ou qui va arriver de plus en plus, même au niveau start-up ? J'entends ton point. Je suis complètement d'accord sur le constat, évidemment. Est-ce que ça va arriver aux startups ? En réalité, les startups savent pertinemment que tu as un marché des talents et que la bataille fait rage là-dessus. Donc, elles redoublent d'inventivité, de créativité, parfois même à défaut, et nous on le déplore, c'est-à-dire qu'ils vont enjoliver les job desks, ils vont enjoliver les missions, et dans tous les cas, ça se retournera contre eux. Tu
tu as de plus en plus en vogue le terme startup baby-foot. Tu sais, c'est les startups qui mettent des baby. C'est les startups qui te vendent du rêve sur quand tu vas arriver, tu vas t'amuser. En fait, on parle du monde du travail. Le travail, c'est à remettre pour certaines au cœur de leurs préoccupations. Quelqu'un doit avant tout te rejoindre pour le challenge que tu lui proposes, pour le projet que tu as à lui proposer. Alors si l'argument principal d'attractivité de ce projet-là, c'est un baby-foot, on est mal barré. Évidemment, Illinois travaille pas, parce qu'on sélectionne évidemment les partenaires avec lesquels on travaille pas avec les gens qui n'ont pas avec les gens qui n'ont pas fait cet effort de se révéler à elles-mêmes quelles étaient leurs vraies forces, leurs faiblesses, et qui restent en surface sur les arguments d'attractivité. Donc pour certaines startups, oui, la réponse à ta question c'est oui, c'est un problème, et oui, la source elle se tarit. Mais c'est pour des raisons qui, à mon sens, sont valides, et deux, ils peuvent y faire quelque chose. Pour les grands groupes, je pense que c'est notre problématique, même si le constat est le même. C'est pour des raisons qui sont très différentes. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui touche à l'innovation, être innovant ou avoir de l'innovation. C'est vraiment la distinction entre être et avoir. Beaucoup de grands groupes pensent qu'ils peuvent acheter l'innovation, qu'ils peuvent lancer ou co-créer des incubateurs, des accélérateurs, qu'on leur embête des stamps innovants. C'est très bien pour la communication, le marketing. Maintenant, être innovant, à mon sens, c'est pas juste ça, ou pas tout à fait ça, je sais pas, mais je suis pas le plus à même d'y répondre. À mon sens, être innovant, c'est aussi justement avoir les talents qui en interne vont te faire bouger, vont faire en sorte qu'en termes d'organisation, pour le coup, tu es innovant. Ça me paraît être un prérequis. Et alors, je tire un peu sur ma question parce que j'en profite. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se posent très largement la question de leur talent. Donc, on les encourage d'ailleurs à te contacter via Illinois. Hein. C'est vraiment c'est un service auquel on croit, sinon on ne t'aurait pas interviewé. Le fantasme dans les grands groupes, quand ils savent pas, quand ils n'arrivent plus à recruter, notamment les sorties d'école, c'est ah là là, mais de toute façon, maintenant ils vont dans les startups. Ok. Si on zoome dans les startups, ceux qui n'arrivent pas à recruter, ou en tout cas dont ils ont vraiment le sentiment qu'il y a une pénurie de talent, à ton avis, alors là on n'est pas dans la grosse analyse bardée de data de partout, c'est vraiment une intuition. À ton avis, où vont en fait au final les talents ? Est-ce qu'ils montent leurs projets eux-mêmes ? Est-ce qu'ils vont tous chez les meilleurs en fait ? T'as un proxy pour mesurer ça déjà, c'est que font les gens en sortie d'école, vers quel majeur, enfin juste avant la sortie d'école, pardon, vers quel majeur ils s'orientent. Il y a des faits, quelques faits. Aucune école maintenant n'a pas de startup corner dans les forums, tu sais, les forums d'emploi pour trouver un job derrière. Il y a 5-10 ans, aucune n'en avait. Il n'y a plus que McKinsey, Accenture, tout ça. Il y a 10 ans, seuls intervenaient les gens du conseil, du luxe, de la finance, dans les écoles. Je caricature, mais je caricature à peine. Aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, Illinois, nous, on a intervenu en conférence à l'EDEC pour expliquer les métiers de la tech, du digital et des startups. Et il y avait 200 personnes. Donc ça, c'est aussi un gros changement. Maintenant, quelles startups choisissent les gens ? Est-ce qu'en majorité, ils choisissent des startups où ils montent leur boîte ou ils rentrent dans des grosses boîtes plus conventionnelles ? Tu as évidemment un effet réassurance où les talents se disent « j'ai quand même envie de me constituer, après m'être donné de la peine dans mon école, une ligne de 2, 3, 4 ans dans quelque chose qui va parler, qui est standard, quelque chose qui serait une post-formation en fait, parce que c'est comme ça que vendent les boîtes de conseil ce que tu vas y faire, ou les boîtes de finance, où c'est de la formation, un parcours, un graduate programme, et du coup c'est très rassurant. Et tu dis, exactement comme moi, ce que je me suis dit il y a 10 ans, et comme beaucoup d'autres se disent, j'ai pas fait tout ça pour ça quand même. J'ai appris des trucs, je vais les mettre en pratique et on va continuer de m'aider. C'est ça aussi qui est un peu pernicieux, c'est qu'ils se lancent dedans parce que quelque part ils veulent continuer d'apprendre. Or, l'école c'est précisément fait pour ça, c'est pour apprendre. Une fois que tu as appris, faut mettre en pratique, faut te lancer dans le bassin. Ouais, donc pour toi, il y a vraiment pas encore de vraie réponse, si ce n'est que... Ce qu'on constate, c'est que tu as encore une grande majorité des gens qui sont vers les grands groupes, notamment les jeunes diplômés, mais tu as, et c'est indéniable aussi, de plus en plus de gens qui les quittent après un certain laps de temps. La crise de la quarantaine, maintenant, elle se fait souvent à la trentaine.
tu te rends compte que tu as fait tes études, tu as bossé 4-5 ans, tu trouves de moins en moins de sens à ce que tu fais, mais ça te paye tes dépenses de la vie de tous les jours. Maintenant, il y a des gens chez qui ça prend plus ou moins de temps de réaliser tout ça et de couper. Ok, bon David, on va pas tarder à arriver à la fin de cette discussion. Merci. Je pense que si ça te va, d'ici quelques années, moi je serais ravi de te réinterroger pour tout ce que tu sens aussi de ce sujet hyper important qui est le recrutement dans le milieu startup. Peut-être, avant qu'on clôture, c'est quoi le cap pour vous, pour Illinois, ou plutôt peut-être les défis que vous donnez? Qu'est-ce qui, toi, gratte ta tête en tant que fondateur pour les prochains mois à venir? Alors, notre challenge, c'est évidemment de récupérer tous les talents qui se posent les questions qu'on vient d'évoquer tout au cours de notre rencontre. À savoir, les talents qui veulent un projet qui ait du sens pour eux, qui veulent évoluer avec des gens qui vont les faire avancer, des gens intelligents, humbles, qui veulent construire. Et Dieu sait s'il y en a énormément en France et ailleurs, à qui on propose pas les débouchés qu'ils méritent, et qui parfois osent pas non plus franchir le pas. Illinois est là pour ces deux raisons. Leur proposer les débouchés qu'ils méritent et les aider à franchir le cap. Donc si dans les mois, dans les années qui viennent, on arrive à réaliser ce rêve-là, je serai le plus heureux du monde. Tout ça, ça passe évidemment par beaucoup de travail, par la technologie, par tout ce qu'on essaye de faire et de mettre en place au jour le jour, trouver les bons partenaires, les bonnes boîtes avec lesquelles bosser. Pas que des startups, parce que cet état d'esprit-là, on peut le retrouver évidemment dans des boîtes plus matures, dans des boîtes plus grosses, et pourquoi pas chez des grands groupes. C'est ce qu'on est en train de commencer de faire. Il y a des îlots chez les grands groupes où tu retrouves cet état d'esprit d'innovation, de construction, qui sont dotés de projets hyper inspirants. Donc bien sûr que la mission, la vision d'Illinois, c'est aussi d'aider ces gens-là. Bon. Petite question rituelle de fin, et on la connaît maintenant. C'est quoi la question qu'on te pose jamais et que tu aimerais qu'on te pose pour terminer cette discussion? C'est ça la question folle à gratter, en fait. Ouais, tu m'avais dit que c'était... ça, c'est la vraie. Je peux te reposer la question des névroses, non, si tu veux. C'est vrai. Ouais, écoute, mais ce qui est rigolo, c'est que je vais faire le lien avec les névroses. En gros, c'est qu'est-ce que tu aurais fait si jamais tu n'avais pas lancé Illinois, si tu n'avais pas entrepris. Je t'avoue que c'est une question que j'essaye de pas trop me poser, parce que je suis dans la vraie vie, je suis dans la réalité et je vois de l'avant, mais ça me titille aussi. Il y a des choses à côté d'Illinois et de l'entrepreneuriat qui me titillent, et le lien avec la névrose, c'est tout le côté psychologie, justement, alors que je retrouve un peu dans notre métier aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'intelligence émotionnelle, de sentir qui t'es en face, de comprendre le cheminement de chacun, mais c'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais vraiment développer dans une vie professionnelle future. Bon, très bien. Et où est-ce qu'on envoie des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent soit peut-être te contacter pour échanger, soit contacter Illinois parce qu'ils sont intéressés sur les sujets de recrutement? Alors déjà, ils peuvent s'inscrire évidemment sur Illinois en 5-10 minutes, illinois.com. Ouais. On mettra les liens. On mettra les liens, très bien. Et ensuite, un talent coach de chez nous discutera de leurs projets, de leurs envies, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment moins, et de là où ils veulent aller. Et donc, toi, est-ce qu'on peut te contacter, ou est-ce que tu as la tête? Évidemment, moi, c'est david@illinois.com, avec joie, sans problème. Je réponds à tout le monde. Ok, merci, à la prochaine. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.